quand vous avez un système qui est fondé sur l'émission de la monnaie de crédit, qu'est-ce que c'est de la monnaie de crédit? Comment ça fonctionne? Je vais expliquer en deux mots simplement. Je vais simplement introduire une notion déjà, parce que ça permet de clarifier les esprits, c'est la notion de multiplicateur bancaire. Première notion. Qu'est-ce que c'est un multiplicateur bancaire? C'est la façon dont est fabriqué en réalité l'argent dans notre système aujourd'hui. Donc quand on dit que les banques créent de l'argent, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y aurait des gens dans un coin qui décideraient on va s'arranger pour truquer les comptes, etc. Non, non, c'est pas la peine. C'est simplement que l'argent revient à la banque quand elle le prête. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous avez une banque centrale, qui est une banque des banques? D'accord? Cette banque centrale, quand elle peut prêter de l'argent à une banque, cet argent, il va falloir qu'il fasse retour à un moment à quelqu'un. À qui il va faire retour? Si la banque centrale est la banque des banques, elle fonctionne de fait comme une banque unique pour l'ensemble du système. Donc tout l'argent qu'elle prête lui revient. D'accord? Donc le taux de retour de cet argent est de 100%. Alors, maintenant, si on prend la formule du multiplicateur bancaire, K, qui est donc égal à... Alors, je donne la formule exacte, parce que tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, enfin, c'est 1 que divise 1 moins le taux de retour. D'accord? Si le taux de retour est de 100%, 1 que divise 1 moins 100%, ça fait 1 que divise 0. Ça tend vers l'infini. Ça veut dire que quand vous êtes en situation d'une banque unique, il n'y a plus de limite. À la limite, même si la banque centrale n'avait qu'un euro de fonds propres, du simple fait qu'à la fin, l'argent finit toujours par lui revenir, en théorie, elle pourrait émettre indéfiniment. C'est comme ça que ça marche, la monnaie de crédit. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour que ça marche maintenant sur la durée, il faut évidemment quand même qu'il y ait des garde-fous. D'accord? Bon. Donc, ces garde-fous, qu'est-ce que c'est? On a essayé historiquement plusieurs méthodes. Il y a une première méthode qui était, en gros, l'étalon métal. On dit que les banques, en tout cas la banque centrale, si on lui présente ses billets, elle doit être capable de les couvrir en équivalent métal. Donc forcément, ça limite l'émission. Alors la banque centrale peut jouer là-dessus, elle sait très bien que comme tout le monde ne va pas se présenter en même temps pour lui demander la conversion en or ou en argent, elle peut mettre dans le système 10 fois la somme qu'elle a par exemple en réserve métallique réelle. Bon, je considère qu'il n'y aura jamais plus de 10% des gens pour venir lui demander ça, ok. Bon, on a essayé ce système. Ça a tenu jusque, en gros, en réalité, la guerre de 14, et c'est la guerre de 14 qui a fait exploser le système. Bon, ils ont essayé de le maintenir fictivement, optiquement, après, dans l'entre-deux-guerres, mais c'était déjà largement fictif. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé que, bon, on pouvait plus fonctionner comme ça, parce que la couverture métal, c'était plus possible. Bon, donc il fallait trouver une autre méthode. Et alors, de façon assez complexe, un peu bordélique pour tout dire, plus parce que c'était des rapports de force entre l'Empire britannique, les États-Unis, qui ont déterminé les choses, que parce qu'il y avait vraiment une volonté concrète. Ce qui s'est imposé en pratique, c'est qu'on a dit, en substance, on va essayer d'émettre dans le système la masse monétaire qui permet de générer le maximum de croissance économique en euthanasiant, entre guillemets, le bon niveau de rente, c'est-à-dire en faisant baisser la valeur de la monnaie pour euthanasier, entre guillemets, la rente au fur et à mesure. Donc là, je vous passe les détails, comme ça ça ne fera pas 2 heures. Fondamentalement, c'est la logique de ce qu'on appelle le keynésianisme. Bon. Il est d'ailleurs très contestable de savoir si c'est vraiment le keynésianisme qui a été mis en place. On a dit que c'était un fordisme keynésianisme. Bref, quand on lit Keynes et qu'on voit ce qui s'est fait, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça, que ce n'est pas une transcription directe de Keynes. Mais bon, je vous la fais court. C'est ce qui a fonctionné en gros jusqu'à la fin des années 60.
Donc la logique de fond qui est derrière, si je fais très court, on maximise la croissance pour pouvoir donner un sous-jacent à l'argent qu'on émet en plus. Comme la croissance ne permet quand même pas de racheter tout cet argent, eh bien la valeur de l'argent baisse lentement. Mais c'est pas grave, à la limite on le recherche, parce qu'on sait que dans les économies capitalistes, de toute façon on a besoin de détruire du capital. Le capital spontanément s'accumule plus vite que la croissance. Oui, donc il a été décidé au début des années 70 qu'on sortait de ce système-là, de ce système. Donc, on a, au lieu d'avoir une création de monnaie à travers ce système du multiplicateur bancaire, qui était volontairement très lâche et qui servait à euthanasier la rente tout en maximisant la croissance, on est revenu sur une conception dite néoclassique, où on dit, eh bien à partir de maintenant, on va stabiliser l'inflation à 2% par an. Donc on arrête d'euthanasier la rente. Parce que l'euthanasier la rente, comment ça se faisait? Ça se faisait par des inflations à 7, 10, 15%. Hein, vous preniez les inflations qui existaient encore dans les années 70, c'était ces taux-là. À partir des années 70, il y a une contre-offensive qui se met en place, on dit on va remettre en cause ce truc-là. Bon, alors pendant les années 70, il y a une bataille en fait, entre ceux qui veulent revenir à ces 2% par an, et ceux qui veulent continuer à fonctionner comme le voulait le keynésianisme. Pour différentes raisons, là encore je passe les détails, ce sont les monétaristes, ceux qui voulaient donc un système où on allait caler la croissance de la masse monétaire à 2% par an, ce sont eux qui l'ont emporté. Bon. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est la monnaie devient plus stable. Quand la monnaie devient plus stable, c'est l'avantage des riches sur les pauvres, c'est l'avantage des vieux sur les jeunes, c'est l'avantage, d'une manière générale, des rentiers sur les actifs. Si vous voulez, d'une manière générale, les sociétés, sur le plan économique, se mettent à fonctionner plus lentement. Quand une monnaie est instable, ou quand il y a une inflation forte, à 15-20% par an, la société fonctionne vite. Il y a beaucoup d'huile dans le moteur. Le moteur tourne facilement. Quand vous avez une monnaie qui croît à 2% par an, une masse monétaire à 2% par an, il y a beaucoup moins d'huile dans le moteur. Donc c'est l'avantage des riches sur les pauvres, des inactifs sur les actifs et des vieux sur les jeunes. À mon avis, ce qui est intéressant de noter, simplement sur le plan des dynamiques des sociétés occidentales, c'est que le moment où cette bataille est gagnée par les monétaristes, c'est-à-dire les années 80, c'est aussi le moment où commence à arriver aux affaires, commence à peser sur la vie de la cité de façon décisive, la génération qui se situe au niveau de la pointe, du sommet de la courbe des populations en Occident, le baby-boom. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 70, on est dans des sociétés où la population active continue à croître, où en quelque sorte il y a une pression des jeunes sur les vieux, parce que les jeunes sont plus nombreux que les vieux. À partir du début des années 80, le baby-boom est entré dans la vie active. Donc à partir de ce moment-là, dans la cité, dans la vie économique, les vieux commencent à être de plus en plus nombreux, tout simplement. Donc, les jeunes qui arrivent derrière, ils n'ont plus cette force qu'avaient leurs devanciers, qui était tout simplement l'avantage numérique. Et vous, là, devant moi, vous êtes typiquement dans cette situation-là. C'est-à-dire que votre situation, c'est que vous êtes, passez-moi l'expression, moins nombreux que nous, les connards d'empaffés nés à la fin des années 60, et beaucoup moins nombreux que les super connards d'empaffés nés dans les années 50. C'est ça le fond de l'affaire, quand même, je pense, largement. Bon. Et donc, dans ces sociétés où, finalement, parce que tout simplement la population vieillit, les vieux deviennent majoritaires, à ce moment-là aussi, on voit triompher une façon de penser qui dit ce pouvoir de création monétaire infini que confère le système du multiplicateur bancaire, qu'on ne peut plus encadrer par les talons métal, on ne va plus l'encadrer comme on le faisait avant dans une logique keynésienne en euthanasiant la rente et en maximisant la croissance, on va
l'encadrer par des règles monétaristes, qui vont mettre moins de souplesse dans la société et qui vont donner l'avantage, en quelque sorte, aux détenteurs du capital sur les détenteurs des capacités du travail, pour dire les choses simplement. Donc aux vieux sur les jeunes. Bon. On voit quand même qu'il doit peut-être y avoir à un certain moment des mécanismes qui se sont joués là et qui ont dû peser dans la balance. Bon. C'est ce qui s'est mis en place, donc, fin des années 70 avec Thatcher en Grande-Bretagne, début des années 80 aux États-Unis, ça y est, c'est réglé. Le cœur du monde occidental se rallie au monétarisme, et à partir de là, le reste du monde occidental suit. Bon, les Allemands ont suivi très facilement parce que de toute façon, alors, pour des raisons qui leur sont spécifiques, eux n'ont jamais vraiment eu besoin d'être keynésiens. Alors, je vais faire juste une parenthèse là-dessus. Il faut comprendre une chose à propos de l'Allemagne. En fait, c'est pas un pays libéral. Pas au sens où les États-Unis ou la Grande-Bretagne sont des pays libéraux. C'est un pays ordo-libéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que presque c'est une économie corporatiste, en réalité. Il y a des accords de branche, il y a un système de cogestion, le tissu de PME est formé d'entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a une très grosse tradition de la cohésion, qui fait que il y a une très grande capacité en Allemagne à maîtriser l'inflation, qui a été mise, ça correspond aussi à des procédures qui ont été mises en place par des gens d'ailleurs comme Schacht, en partie sous Hitler. Puis ensuite, on a enlevé le package, n'est-ce pas, qu'un célèbre moustachu qui parlait très fort avait mis autour du truc. Mais on a gardé quand même une grande partie du noyau, c'est le travail de Erhard, en réalité. Et donc, le résultat, c'est que vous avez une économie qui n'a pas besoin du même niveau d'inflation que les autres pour engendrer de la croissance. C'est particulier. Et c'est extérieur, ça c'est un phénomène qui est largement extérieur au débat entre keynésiens et monétaristes. C'est-à-dire que c'est une chose qui est un peu compliquée à comprendre, mais en fait ce débat entre keynésiens et monétaristes qui est très structurant dans l'anglosphère et en France, en Allemagne, forcément, il est beaucoup moins structurant. Parce que de toute façon, ils ont des procédures de régulation en amont de l'outil monétaire, de l'outil des taux d'intérêt, qui font que le cadre ordo-libéral, si vous voulez, chez eux, n'a pas tout à fait le même sens que le cadre monétariste dans l'anglosphère. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, dès lors que les Anglais et les Américains se sont alignés sur ce cadre monétariste, néolibéral, le reste du monde occidental suit. Parce que dans ces affaires-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gouvernement français, en tout cas à cette époque-là, et encore aujourd'hui peut-être pour un certain temps, n'a pas vraiment les moyens de dire non. C'est-à-dire que dans la réalité des rapports de force, aujourd'hui, un gouvernement français, c'est pas lui qui va dire bon écoutez, non, j'ai réfléchi, la régulation du système monétaire international, ça ne me va pas, on va faire autre chose. C'est pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. La marge de manœuvre d'un gouvernement français, c'est simplement de dire bon écoutez, moi je dis ça, c'est pour votre bien, hein, mais ma population, elle est pas facile, c'est notoire, hein, ils sont quand même connus pour être un peu des excités chez moi. Donc il va falloir pas trop non plus pousser mes mères. Hein. Alors, bon, oui, d'accord, on va faire ce que vous dites, mais à la marge, on va un peu aménager ici ou là. Et puis les Américains, qui ont besoin des Français pour des raisons géostratégiques, vont dire, oui, bon, on va leur faire quelques cadeaux, voilà. Mais c'est ça la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les vraies décisions sur la structure du système économique, sur les choix macroéconomiques, ça se passe à Washington, ça se passe à Londres, ça se passe à New York, et nous, ben... on suit, c'est tout. Ça va pas plus loin. Bon. Donc à partir des années 80, on est rentré dans cette logique-là. Alors maintenant, je vais reboucler pour répondre à votre question. Sur les causes de fond donc, de cette crise, dans cette logique, on va dire de l'économie monétariste, néolibérale,
dont la théorie est néoclassique. C'est son nom technique, si vous voulez. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'inflation est à 2%? On continue à émettre de la monnaie de crédit. On continue à avoir un partage de la valeur ajoutée qui est finalement assez favorable au capital. Mais ça veut dire que le capital, puisqu'il a un partage de la valeur ajoutée qui est positif, puisqu'on continue à émettre de la monnaie de crédit, on est toujours théoriquement sur une logique de croissance. Ça veut dire que le capital, il gonfle. Vous comprenez? C'est mécanique. Alors à l'époque du keynésianisme, où on s'autorisait des inflations à 15-20%, on avait trouvé la solution. Au fur et à mesure que le capital gonflait, en termes nominaux, on baissait la valeur de la monnaie. Donc, problème réglé. On euthanasie la rente. Quand on arrête d'euthanasier la rente, le capital, il gonfle. Et puis, théoriquement, sa valeur reste sa valeur. Cette énorme masse de capital, il faut bien qu'elle aille quelque part. Il faut bien qu'elle soit quelque part. Il faut voir que si quelqu'un a un capital quelque part, c'est-à-dire que ce quelqu'un va avoir une créance. La dette n'est que le reflet de la monnaie. En fait, la dette et la monnaie, c'est pareil. En tout cas, dans des systèmes qui ne sont pas appuyés sur les talons métalliques, on va dire dans des systèmes chartalistes, c'est leur nom technique, la dette et la monnaie, c'est des catégories reflets. Donc ce capital qui s'accumule, et il faut bien qu'il y ait une dette en contrepartie, sinon ça ne marche plus. Plus il s'accumule, plus il a besoin de rendement. Plus il a besoin de rendement, plus il a besoin de croissance. C'est ce qui explique que vous arrivez à un moment dans des systèmes absurdes où il n'y a plus de croissance et où les investisseurs exigent des marchés un rendement de 15% par an. Mais c'est normal. Comme le capital est énorme, il est surabondant, celui qui trouve à s'investir dans l'économie réelle a besoin de 15% de rendement pour que la moyenne du capital ait 3% de rendement, si vous voulez. S'il n'y a plus que 20% du capital qui peut rentrer dans le monde réel, et que si on veut que l'ensemble ait 3% de rendement, il faut que celui qui est dans le monde réel, il ait 15% de rendement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou plutôt que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, au bout d'un moment. Bon. Et la cause de fond de la crise, c'est ça. Et c'est ce qui s'accumule depuis... voilà. Et alors, c'est cette économie monétariste, néolibérale, appuyée sur les théories néoclassiques, qui ne peut aller que de crise en crise, de bulle en bulle. Sauf que là, maintenant, on arrive au moment où, effectivement, ils ont réussi en 2008 à éviter le collapsus. Là, je ne sais pas comment ils vont faire la prochaine fois, parce qu'en 2008, ils ont pu se sauver parce qu'ils avaient pu baisser les taux. C'est-à-dire que quand vous avez une situation comme ça de crise brutale, ce que vous faites, c'est que vous baissez les taux. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous remettez du fluidifiant dans le système. Mais là, les taux, ils sont déjà à zéro. Ce qui est une aberration sur le plan même des théoriciens de l'économie néoclassique. Des fois, ils sont même négatifs. Ils sont même négatifs. C'est quelque chose, c'est intéressant à noter. Ils ont fait là des choses qui sont contraires, ces économistes néoclassiques, ils ont fait des choses qui sont contraires à leur propre théorie. Parce qu'une fois que vous avez mis les taux à zéro, vous ne pouvez plus les rebaisser. C'est-à-dire que ça y est, vous avez tiré vos cartouches. Maintenant, ils ont le barillet vide. Ils ont des masses de dettes phénoménales dans le système. Ils ont une bulle tellement grosse, d'ailleurs, qu'on se rend en fait plus compte que c'est une bulle parce qu'on n'en voit plus les parois. Elle est devenue tellement grosse qu'on n'en voit même plus les parois. C'est la bulle, en fait, de l'argent en soi. C'est la bulle obligataire. Bon. La prochaine fois, là... Bon, moi, je dis rien parce que la dernière fois, déjà, je pensais pas qu'ils arriveraient à restabiliser leur truc aussi bien qu'ils l'ont fait. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les types qui administrent cette énorme usine à gaz sont extrêmement forts pour rajouter des usines à gaz sur leur usine à gaz pour réussir à ce que ça continue à tenir encore à peu près. Moi, je m'y attendais pas, honnêtement. Je croyais pas ça possible. En 2008, moi, je croyais qu'ils allaient quand même, en quelque sorte, se calmer. Je me suis dit, en gros, bon, là, ils vont probablement réussir quand même à stabiliser, puis ensuite, ils vont revenir vers le keynésianisme ou quelque chose de cet ordre. Ils vont refaire de la stagflation comme dans les années 70 parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Non, ils veulent que le 2% par an, c'est un dogme, c'est, je sais pas, il y a un temple secret avec la statue de Milton Friedman et ils vont se prosterner devant tous les soirs, je sais pas comment on explique ça. Non, ils y tiennent à leur truc. Mais là, la prochaine fois, là, franchement, s'ils arrivent encore à s'en sortir, ils m'épatent.